Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un problème qui est tombé au concours général 2023, donc concours général de maths, hein, c'est un concours qui s'adresse aux lycéens de terminale, mais c'est d'un très très haut niveau. Mais dans ce gigantesque sujet, il y avait un exercice 2 qui était hyper intéressant, hyper long aussi, hein, voilà, mais il y a une toute petite partie de cet exercice 2 qui est le tout début, qui est assez faisable quand même, et puis qui est hyper intéressant parce qu'il s'agit ici de suites, et de suites qui sont un petit peu particulières parce qu'elles sont ni explicites ni récurrentes, mais c'est encore un troisième type de suite qu'on ne voit pas vraiment en terminale, sauf dans peut-être de très rares exercices, certains d'entre vous ont peut-être déjà traité. Ce sont des suites qu'on appelle implicites, qui ne sont pas, enfin, pour lesquelles on n'a pas d'expression explicite et on n'a pas non plus de façon de les générer par récurrence. Ce sont des suites dont les termes sont des solutions d'une équation qui dépend de elle. Donc c'est un peu particulier, hein, et malgré les difficultés de compréhension de ces suites et de construction des termes, on arrive à avoir, par certaines techniques, eh bien, des résultats intéressants comme je sais pas, la croissance, la convergence, carrément le calcul de la limite. Alors on verra dans cet exercice, en fait, euh, c'est quand même parce qu'il y a deux suites hein, qu'on va étudier, hein, xn et yn. Il y avait quand même plusieurs façons de faire, même si il y en a une voilà, qu'on pouvait sentir en lisant les questions, hein, une méthode hein, qui était vraiment liée à ces suites implicites. Et il y avait quand même la petite béquille d'aller utiliser l'expression explicite qu'on pouvait finalement obtenir, même si en lisant les questions, on voit que ce n'était pas l'idée. Je m'explique. Vous avez ici au début de l'exercice une équation. Alors on reconnaît d'ailleurs une équation du second degré. Hein. La différence avec une équation du second degré classique, c'est que on a du n qui traîne. C'est pour ça que cette équation, je l'ai appelée en. Hein, j'ai indexé par n. Et donc voilà, on met une équation et puis on vous demande au début de montrer que cette équation, elle admet une unique solution positive. Et en fait, cette solution positive, eh bien, on lui donne un nom et on lui donne un nom qui dépend de n. Donc c'est ça qui va générer notre suite. Hein. C'est-à-dire que xn, c'est l'unique solution positive de cette équation. Hein. C'est-à-dire par exemple que x11, eh ben, c'est l'unique solution de x carré positive, hein, de x carré plus 1 onzième de x moins 1 égale 0, etc. etc. Et on construit une suite de cette manière-là, c'est-à-dire hein, de manière complètement implicite. Ici, il n'y a pas de lien entre xn et xn plus 1. Hein. Donc c'est vraiment par la résolution d'une équation, de différentes équations qu'on arrive à construire les termes de la suite. Voilà. Et ensuite, regardez comment se fait l'enchaînement des questions. On va vous demander de montrer que cette suite, hein, générée de cette façon, elle converge. On va donner un nom à sa limite. Et puis on va demander de vérifier que cette limite, elle vérifie une certaine équation. Puis enfin, en déduire la limite. Alors, c'est important de voir l'enchaînement des questions parce que c'est vrai que quand on voit ce type d'équation, et même le fait que xn c'est la solution positive de cette équation, on pourrait se dire, mais en fait, peut-être que je pourrais directement trouver l'expression de xn en fonction de n en essayant de résoudre cette équation, ok. Et puis après, peut-être qu'en faisant tendre n vers plus l'infini, je pourrais la calculer, cette limite. C'est vrai, on est tenté de le faire. D'ailleurs, il y a une question qui apparaît en petit a, qui est juste après celle-là que je n'ai pas écrite, qui est de donner l'expression de xn en fonction de n. Mais si on fait ça, et si on calcule la limite, en fait, on évite les parties b et c. C'est un peu bizarre. On dit, en fait, j'arriverai au résultat à la fin, je pourrais trouver la limite de la suite, mais je n'utiliserai pas ce qu'on me demande de faire en question b et c. Donc, en fait, je vais directement au résultat. C'est pas terrible. On le fera quand même, hein, et on verra que les deux aspects sont intéressants, les deux méthodes sont intéressantes. Nous, on va quand même essayer de respecter ce qui a vraisemblablement été demandé dans ce concours général pour cet enchaînement de questions. Ok. Alors, première question, on y va. Je vais peut-être effacer ça, hein, voilà, parce que ça, on le fera après. Mais première question, par rapport à cette équation en ici, il fallait montrer qu'elle admet une unique solution positive. Alors bon, là, cette question, il y a deux pistes, je dirais. Déjà, le fait de reconnaître que c'est une équation du second degré, on peut être tenté direct par essayer de la résoudre, delta, tout ça, pourquoi pas. Ok. Mais on peut aussi penser, quand on voit ce type de questions, aux questions type TVI, hein, parce que maintenant on commence à avoir l'habitude à montrer qu'une équation admet une unique solution. On peut se dire, tiens, mais ça me fait penser au TVI, donc peut-être que si je me mets dans les conditions du TVI, je vais peut-être réussir à montrer qu'elle admet une unique solution. Alors, c'est quoi se mettre dans les conditions du TVI? C'est avoir des informations sur la continuité, les variations, les images, c'est bref, avoir le tableau de variation de la fonction. Donc ce qui serait pas mal déjà, c'est de poser, donner un nom à cette fonction-là, hein, qui est dans le membre de gauche de l'équation,
c'est-à-dire l'appeler fn par exemple, comme un dépend de n, hein, cette fonction. Je vais indexer aussi le nom de la fonction par un petit n, donc je vais appeler ça fn de x, c'est x carré plus 1 sur n x moins 1. Ça me donne une fonction qui dépend de n. Ok. Et cette fonction, je vais être capable de l'étudier sans aucun problème. Je pourrais avoir son tableau de variation. Il y a d'ailleurs plusieurs façons de l'étudier, soit comme pour toutes les fonctions du monde, pour l'étudier, je vais la dériver, je vais étudier le signe de sa dérivée et trouver ses variations. Ou alors, je peux me rappeler aussi d'un obscur truc de première que je faisais en début de classe de première, c'est-à-dire la forme canonique, alpha et bêta, qui me donne finalement extrémum et valeur à laquelle l'extrémum est atteint pour une fonction du second degré. C'est peut-être ce que je vais faire, ça ira plus vite. Hein. Ici, rappelez-vous, alpha, c'est moins b sur 2a, parce que c'est bien ici une fonction du second degré. Et donc ici, mon alpha, moins b, ça me fait moins 1 sur n, hein, que je divise par 2 fois 1. Donc ça me fait moins 1 sur 2n. Voilà, ça c'est mon alpha. Ok. Alors je peux déjà préparer mon tableau de variation. Mon tableau de variation pour une fonction du second degré dont le petit a, regardez-le, il vaut 1, donc il est positif. Ça va me donner une fonction décroissante puis croissante. Et là, je sais que, eh bien, en plein milieu, mon alpha, c'est moins 1 sur 2n. Donc je le mets ici. Là, j'ai fn de x. Là, c'est x. Et je vais devoir calculer l'image de moins 1 sur 2n si je veux mon bêta. En fait, est-ce que mon bêta il est intéressant? Ben oui, il peut l'être parce que moi, je veux ensuite, si je veux faire le TVI, je veux avoir des images ici. Peut-être que ce serait intéressant de voir déjà qu'est-ce que j'ai ici comme extrémum pour ma fonction du second degré. Donc il faut que j'aille calculer bêta. Bêta, c'est f de moins 1 sur 2n. Fn, pardon, de moins 1 sur 2n. Voilà, donc il faut que je remplace tous mes x par moins 1 sur 2n là-dedans. Donc moins 1 sur 2n au carré, plus 1 sur n fois moins 1 sur 2n, moins 1. Donc ça me fait 1 sur 4n carré, moins 1 sur 2n carré, moins 1. Et là, quand je mets sous le même dénominateur, je multiplie par 2, donc je vais faire 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1 sur 4n carré. Donc j'ai moins 1 sur 4n carré, moins 1. Voilà, et ça me donne, regardez, un extrémum qui est négatif, parce que ça, c'est un carré, c'est positif, mais là, j'ai un signe moins, et je retranche encore moins 1. Bref, ici, mon bêta, je ne l'écris même pas, mais je sais qu'il est strictement négatif. Ok. Mais en fait, est-ce que c'était intéressant ce bêta? Je suis en train de réfléchir, mais peut-être pas tant que ça, parce que regardez, on me demande de montrer que cette équation, elle admet une unique solution positive. Alors, solution positive, il ne faut pas que je me mélange les pinceaux. Hein. Ma solution, celle que je recherche, hein, elle n'est pas à chercher là-dedans, elle est à chercher là-dedans, parce que ma solution, c'est un x en fait. Hein. Donc si on me dit que je dois rechercher une unique solution positive, ça veut dire qu'en fait, je dois me placer sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc il faudrait déjà que je sache positionner mon 0 ici, au sein des x. Alors, regardez ici, moins 1 sur 2n, n est positif, hein, donc moins 1 sur 2n c'est négatif, mon 0 en fait il est ici. Donc c'est là qu'il faut que je me place. C'est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc il y a une information qui est finalement plus importante que le bêta, c'est l'image de 0. Et l'image de 0, en remplaçant x par 0, ça va me donner moins 1. Voilà. J'ai déjà une première image. C'est déjà rassurant parce que je suis à la recherche des solutions positives de l'équation EN et que je vois que là j'ai une image négative, que là c'est croissant, et d'ailleurs la limite quand x tend vers plus l'infini, je la connais facilement, c'est un polynôme, donc en plus l'infini, il se comporte comme son modum de plus haut degré, donc ça veut dire que sa limite, ça sera la limite de x carré, c'est-à-dire plus l'infini. Et là je suis très content parce que je vois que je vais être parfaitement dans les conditions de mon TVI, mon théorème des valeurs intermédiaires, parce que 0, il est bien placé ici entre moins 1 et plus l'infini. Donc je sais que je vais avoir une unique solution à mon équation EN sur l'intervalle 0 plus l'infini. On vérifie quand même tout ça. Si je veux faire le TVI, rappelez-vous, il faut que je vérifie d'abord que ma fonction est continue sur 0 plus l'infini. Est-ce que c'est le cas? Bien sûr, c'est un polynôme du second degré. Comme tous les polynômes, c'est continu sur R, donc c'est continu sur 0 plus l'infini. Mon tableau de variation m'a donné l'indication importante que ma fonction est strictement croissante. Donc, ok, strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et enfin, la dernière vérification, c'est que le 0, hein, ici, il fait bien partie de l'intervalle formé par l'image de 0 et la limite en plus l'infini, c'est-à-dire moins 1 plus l'infini. Et oui, 0, c'est bien compris entre moins 1 et plus l'infini. Donc je suis parfaitement dans les conditions
donc théorème des valeurs intermédiaires, que je n'écris pas, hein, d'accord, hein, je sais que, alors, d'après le TVI, il existe une unique solution à l'équation fn de x égale 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Cette solution, on a l'habitude de l'appeler alpha, mais ici, en fait, on va pas l'appeler alpha, on va l'appeler xn, parce que c'est le nom de mon unique solution à l'équation en. Je l'appelle donc xn. Donc mon xn, il est là, il est unique sur l'intervalle 0 plus l'infini, parce qu'il y en aurait certainement un autre sur l'intervalle moins l'infini 0, hein, vu que là, j'ai une image négative, et que là, la limite en moins l'infini, ça va être plus l'infini. Mais je ne m'intéresse que à mon intervalle 0 plus l'infini, pardon, qui est là. Donc finalement, j'ai bien un unique xn comme étant unique solution de l'équation en. Ok, parfait. Donc ça fonctionnait très bien. Je n'ai pas écrit la suite de la question, mais on me demandait de donner l'expression explicite de xn. Alors là, finalement, c'est un peu embêtant. Et cette question, je dirais que, franchement, elle va perturber toute la beauté des questions suivantes. C'est un peu dommage. Mais c'était peut-être une béquille pour ceux qui n'auraient pas réussi à avancer sur les questions suivantes, parce qu'elles sont quand même assez compliquées quand on les a jamais vues. Donc, on va quand même le faire. Hein. Trouver l'expression explicite de xn, eh bien, ça demande finalement de résoudre l'équation. C'est-à-dire, finalement, de ne plus faire tout ce qu'on a fait là, mais d'aller travailler sur l'équation du second degré qui est en, et de faire comme d'habitude, hein, c'est-à-dire je vais calculer un discriminant, d carré moins 4ac, donc 1 sur n au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1, donc plus 4. Comme ceci est un carré, c'est positif, je rajoute 4, c'est strictement positif. Et je vais donc avoir deux solutions sur R à cette équation. Je ne vais pas les appeler x1 et x2, sinon ça va perturber le fait que j'ai appelé xn l'unique solution de en. Hein, donc je vais plutôt les appeler, je ne sais pas, alpha 1 et alpha 2 par exemple. Donc alpha 1, ça va être moins b, c'est-à-dire moins 1 sur n, moins racine de delta, c'est-à-dire moins racine de 1 sur n au carré plus 4. Le tout sur 2a, c'est-à-dire sur 2 fois 1. Et alpha 2, ça va être moins 1 sur n plus la même racine carrée, 1 sur n au carré plus 4, le tout divisé par 2. Voilà. Alors, là, j'ai résolu mon équation, je sais qu'il y a ces deux solutions, parfait, mais on me demande quand même de trouver l'expression explicite de xn. Alors, il faut revenir à ce que c'était que xn, c'est pas n'importe quelle solution, c'est l'unique solution positive. Donc là, je me dis, oula, ok, l'unique solution positive, il faut que je la repère. Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-là? Je dirais que c'est plutôt celle-là que celle-là, parce que là, j'ai un plus et là, j'ai un moins. Il va falloir quand même vérifier qu'elle est bien positive. D'accord? Toujours positive, quel que soit n. Comme ça coïnciderait avec ce qu'on a fait, nous, avec notre méthode initiale, hein, pour aller montrer l'existence et l'unicité de xn. Donc là, je me dis, là, j'ai quelque chose de négatif, hein, moins 1 sur n, et je retranche encore quelque chose de positif, donc ça va être négatif, il n'y a pas de problème. Mais là, pour vérifier que cette chose-là est bien positive, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me dire peut-être quelque chose de... Alors, je vois que là, j'ai du 1 sur n, hein, que je vais élever au carré, sous une racine carrée. J'ai un plus 4 à l'intérieur de la racine carrée. Donc finalement, ce que je peux me dire, c'est essayer de travailler par majoration. Je vais me dire que 1 sur n au carré plus 4, c'est supérieur à 1 sur n au carré. Quand je vais en prendre la racine carrée, je peux passer à la racine carrée parce que c'est des quantités positives. Si je prends la racine carrée ici et la racine carrée ici, j'ai le droit de le faire parce que la fonction racine carrée est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Eh bien, j'obtiens ma grande racine carrée ici à gauche, et puis ça, en fait, c'est la même chose que 1 sur n, parce que n est positif. Donc finalement, cette quantité-là, ici, est plus grande que 1 sur n, donc quand je vais ajouter plus moins 1 sur n, ça va être positif, parce que ceci est plus grand que 1 sur n. Donc finalement, mon numérateur est positif. En le divisant par 2, ça reste positif. Strictement. Hein. On a bien prouvé que alpha 2, c'est bien strictement positif, alpha 1 strictement négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Que alpha 2, c'est en fait notre xn. Voilà, l'unique solution positive à notre équation en. Voilà. Alors, le seul problème, c'est que c'est assez moche comme expression, on demande l'expression explicite. On ne sait pas si on doit la laisser comme ça, oui, on peut la laisser comme ça, c'est pas forcément très élégant. Alors, on pourrait essayer de la réécrire un petit peu. Regardez, on va essayer de la retravailler, xn. Xn, alors peut-être la division par 2, ici je l'écris 1/2. Là, je vais avoir moins 1 sur n, plus, là je peux peut-être essayer de mettre sous le même dénominateur, donc je vais avoir un 1 plus 4n carré sur n carré. Et ce qui est sympa avec cette écriture, c'est que regardez,
la racine carrée d'un quotient, c'est le quotient des racines carrées, donc je vais pouvoir partager ça en deux petites racines carrées, et la racine carrée de n carré, ça me fait n. Bref, je vais pouvoir sortir mes n en factorisant, donc je vais pouvoir me mettre un 1 sur 2n, enlever mon n ici, enlever mon n ici, enlever mes barres de fraction, et ça me donne quand même quelque chose d'un petit peu plus joli, que je vais peut-être réécrire ici, xn, si j'en ai besoin, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée n'est pas d'utiliser cette expression explicite, parce que ça vient remettre en cause un petit peu tout ce qu'on vous fait faire par la suite. Et je dirais que c'est un petit peu gênant tout de même, parce que quand on regarde cette expression explicite, eh bien on pourrait se permettre d'aller directement à la dernière question sans passer par toutes les étapes, parce que la toute dernière question, c'est d'en déduire la limite de xn, et quand je vois ça, eh bien je peux la calculer, la limite de xn. Alors, c'est peut-être un peu... Bon, c'est pas très compliqué, mais on voit ici que... Bon, on a déjà une forme indéterminée, parce que quand m tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0, et je vais multiplier par quelque chose qui va tendre vers plus l'infini, donc forme indéterminée. Mais on voit bien qu'on va pouvoir retravailler un petit peu quand même ici, peut-être le 4n carré qui est à l'intérieur de la racine. Regardez, il y a un truc qu'on a envie de faire, hein, c'est de factoriser par le terme le plus fort, hein, qui est vraiment dominant ici à l'intérieur de la racine, c'est-à-dire 4n carré. Si je fais ça, hein, alors c'est pas demandé dans l'exercice, hein, on va le faire quand même. Si je fais ça, je vais obtenir racine de 4n carré facteur de 1 sur 4n carré plus 1. Voilà. Et pareil, je vais sortir de la racine mon 4n carré qui va se transformer en 2n. Voilà. 1 sur 4n carré plus 1. Je développe, moins 1 sur 2n. Pourquoi je développe? Parce que je vais avoir ma simplification ici, plus racine de 1 sur 4n carré plus 1. n tend vers plus l'infini, donc ça tend vers 0. 1, 0. Donc 1 à l'intérieur de la racine. Racine de quelque chose qui tend vers 1, ça tend vers 1. Par somme, tout ceci tend vers 1. Et c'est très dommage finalement parce que on arrive directement à la fin sans être passé par les jolies questions intermédiaires qu'on vous demande de traiter. Donc finalement, cette expression explicite, on va complètement la laisser de côté. Ok, on a compris la limite de xn, ça va être 1, donc finalement ça devient un exercice qui n'est pas du tout intéressant, qui est un exercice où on vous fait calculer une limite sur une forme explicite, donc ce que vous savez très bien faire. Mais on va complètement la laisser de côté, si vous le voulez bien, et on va essayer de suivre l'enchaînement des questions qui étaient proposées, c'est-à-dire travailler vraiment avec l'idée que cette suite est implicite, on n'a pas son expression explicite, on la laisse de côté, on a uniquement le fait que xn, c'est l'unique solution positive de en. Stop, on n'a que ça, et ça devrait nous permettre d'aboutir à des jolis résultats. Donc on va se laisser guider par ce qui est demandé dans l'exercice, c'est-à-dire en question 2, de montrer que xn converge. Montrer que xn converge. Et on a dit, on oublie l'expression explicite parce que c'est pas l'idée, hein, là il y a un truc que j'ai effacé, c'est vraiment pas l'idée de l'exercice. Alors, ok, ça veut dire que je me force à ne pas utiliser cette expression explicite. Comment faire pour montrer qu'une suite converge? Surtout quand j'ai même pas son expression, ni explicite, ni récurrente. Parce qu'ici, j'ai aucun moyen de passer de xn, hein, solution de en, à xn plus 1, solution de en plus 1. Je ne vois vraiment pas comment faire. Donc, bon, on va voir. Déjà, pour montrer qu'une suite converge, si je ne peux pas calculer sa limite, il faut que je pense à tous les théorèmes auxquels je peux avoir droit. Encadrement, voilà, théorème de comparaison hein, aussi. Et théorème de comparaison, ça pourrait être pas mal, hein, parce que c'est déjà un théorème que vous connaissez, hein, qui marche parfois et qui va bien avec l'enchaînement des questions. Parce que si c'était un théorème d'encadrement type théorème des gendarmes, j'ai non seulement la convergence, mais aussi la limite qui m'est donnée sur un plateau. Et ça ne serait pas cohérent, parce qu'ensuite il y a une question plus loin où on demande à la toute fin de calculer la limite. Ça ne va pas être le théorème des gendarmes. Donc je penche plutôt sur le théorème de convergence monotone. Ok. Mais alors, pour la convergence monotone, il nous faut prouver que la suite, elle est croissante et majorée, ou bien décroissante et minorée. Et là, concrètement, j'en sais rien. On ne sait pas du tout. Hein. Il n'y a pas de sous-questions qui nous permettent de nous orienter vers ces choses-là. Ben, c'est ça qu'il va falloir aller chercher. Il va falloir aller chercher le fait qu'elle soit croissante et majorée, ou bien décroissante et minorée. Alors, on ne sait pas trop par quoi commencer, mais si on relit bien l'énoncé, on voit quand même que xn, c'est l'unique solution positive d'une équation. Ça veut dire qu'on sait, par définition, que xn, en fait, est minoré. Minoré par 0.
Donc on se dit, ok, ça serait pas mal que cette suite soit décroissante. Parce que comme elle est minorée, si elle est décroissante, alors c'est j'aurais répondu à la question. Alors elle converge d'après le théorème de convergence monotone. Mais bon, il faut réussir à montrer qu'elle est décroissante. Et puis qui sait? Peut-être qu'elle n'est pas décroissante et qu'elle est croissante. Alors, ce serait embêtant. Donc peut-être qu'avant de se lancer dans quelque chose pour montrer si elle est croissante ou décroissante, ce serait peut-être pas mal de travailler sur une conjecture. Hein. C'est-à-dire de voir si, en travaillant sur les premiers termes de la suite, hein, est-ce qu'elle semble croissante ou décroissante. Alors, je sais bien que ce n'est pas suffisant de travailler sur les premiers termes, mais au moins on pourrait voir si ça vaut le coup d'aller travailler sur cette minoration et se dire, ouais, ok, on va se lancer dans le théorème de convergence monotone. Alors, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé des premiers termes de la suite, mais on peut très bien aller en calculer. Bon, ok, on a l'expression explicite, mais si on ne l'avait pas, eh bien, il suffirait d'aller réécrire chacune des petites équations, E1, E2, E3, pour les calculer, x1, x2, x3, etc. La première équation, c'est E1, x carré plus 1 sur 1 x, c'est-à-dire x, moins 1 égale 0. Pour résoudre ça, facile, delta, racine, on prend l'unique racine positive, et ça nous donne une unique solution, alors qu'on va appeler x1, parce que ça va être cohérent avec le fait que xn, c'est l'unique solution positive de En. Donc x1, ça va être moins 1 plus racine de 5 sur 2. Hein, voilà le delta. 1 moins 4 fois moins 1. Voilà. Quand j'écris l'équation E2, ça me donne x carré plus 1 demi de x moins 1. Ici, j'ai un delta qui vaut 1 quart plus 4, c'est-à-dire plus 16 quarts, ça fait 17 quarts, bien positif. Et donc ma solution x2, ça fera donc moins 1 demi, moins racine de 17 quarts, c'est-à-dire moins racine de 17 sur 2, en dehors de la racine, le 2, le tout divisé par 2, c'est-à-dire moins 1 moins racine de 17 sur 4. Moins 1 plus racine de 17 sur 4. Pardon. Voilà. Bah, j'aimerais comparer x1 et x2 pour me dire, ah ok, la suite, ouais, finalement elle n'est pas décroissante, ou bien si, ça confirme, elle semble décroissante, et je vais peut-être continuer à aller creuser un petit peu. Bon, alors c'est pas évident là, hein, l'ordre entre les deux, hein, qui est plus grand. Alors, si j'ai une calculatrice, je travaille avec des valeurs approchées. Là, moi, comme j'ai pas de calculatrice, déjà j'ai peut-être envie de les mettre sous le même dénominateur, moins 2 plus 2 racine de 5 sur 4, puis moins 1 plus racine de 17 sur 4. Donc finalement, les deux quantités qu'il faut que je compare, c'est moins 1 plus racine de 17, et puis moins 2 plus 2 racine de 5. Pas évident. 2 racine de 5, je peux l'écrire racine de 4 fois racine de 5, c'est-à-dire racine de 20. Bon, ça c'est un petit peu plus grand que 4, parce que 4 fois 4 ça fait 16, d'accord? Donc finalement, ça c'est un petit peu plus grand que 3. Strictement. Pas beaucoup plus grand, mais plus grand. Et puis racine de 20, alors racine de 20, 20 c'est compris entre 16 et 25, donc je peux dire que racine de 20 c'est inférieur à la racine de 25, c'est-à-dire c'est inférieur à 5. Ah tiens, racine de 20 c'est inférieur à 5. Mais donc quand je retranche 2, c'est inférieur à 3. Ah bah ok, j'ai mon ordre que j'ai trouvé, c'est-à-dire que ça, c'est plus grand que ça. Ce qui veut dire que x1 est plus grand que x2, pardon, que x2 est plus grand que x1, parce que j'ai mis celui-là avant. Donc x2 étant plus grand que x1, eh bien je sais désormais que la suite n'est pas décroissante. Je ne sais pas si elle est croissante ou pas, mais en tout cas elle n'est pas décroissante parce que au tout début, dans la construction des termes, x2 est plus grand que x1, donc elle ne peut pas être décroissante cette suite. Donc finalement mon théorème de convergence monotone, il ne marche pas pour l'instant parce que moi j'avais une minoration, mais j'ai malheureusement une suite qui n'est pas décroissante, alors je ne peux pas conclure. C'est embêtant. C'est embêtant. Alors, on ne va pas en calculer plus des termes, c'est un peu embêtant. Mais on pourrait faire une conjecture, si on en calculait, ou si d'ailleurs, il y a aussi quelque chose qui est pas mal pour les conjectures, c'est d'utiliser votre calculatrice en mode graphique. C'est-à-dire que là, comme vous savez que xn, c'est l'unique solution positive de cette équation-là, vous pouvez très bien afficher les courbes des fonctions f1, f2, f3, f4, et pas plus, et voir un petit peu, quand vous allez tracer ces courbes, vous voyez, vous allez avoir des courbes comme ça, hein, et bien voilà notre xn, c'est l'unique solution positive de fn de x égale 0. Et bien si vous traciez les courbes, vous verriez qu'en fait, et bien plus on a des n qui sont élevés, et bien plus on a des xn qui croissent. Et oui, il semblerait que xn soit croissante. Si on calculait
x3, x4, et oui, ça augmente de plus en plus. Il semblerait qu'elle soit croissante. Cette conjecture, elle est importante parce qu'elle nous rassure, elle nous fait dire ah ok, bon, bah, je vais essayer de montrer qu'elle est croissante. Et elle nous fait aussi nous dire que en termes de minoration, donc on n'en a plus besoin parce qu'on veut utiliser le théorème de convergence monotone. Si elle est croissante cette suite, il faudrait qu'on réussisse à prouver qu'elle est minorée. Et oui, qu'elle est majorée, pardon. Parce que le fait qu'elle soit minorée, on s'en fiche désormais. Mais on n'a pas encore la majoration. Donc il va falloir aller la chercher, cette majoration, et se dire, ok, xn, je ne le connais pas très bien, je sais que c'est une solution positive, mais il faut que je me ramène à ce qu'on avait fait à un moment, c'est-à-dire le tableau de variation. Regardez le tableau de variation qu'on avait fait, je le coupe, je ne l'écris pas dans sa globalité, je le commence à 0. Là, ici, on avait l'image de 0 qui était moins 1. On sait que l'image de xn, c'est 0 par définition. Voilà, parce que xn, donc, je le répète encore, c'est l'unique solution positive de en, de fn de xn égale 0. Et puis, en plus l'infini, la limite, c'était plus l'infini. Voilà, très bien. Alors, il y a quelque chose qu'on pourrait faire, parce que là, c'est des images, en fait, qui nous intéressent. Ok, on sait que xn est positif. Mais si j'allais calculer, par exemple, une image assez particulière, comme, je sais pas, alors, avec un peu de chance, avec 1 ou avec 2, ça va marcher, mais si je calcule l'image de 1, est-ce que ça pourrait me donner quelque chose d'intéressant? L'image de 1 me donnerait 1 au carré plus 1 sur n fois 1, c'est-à-dire 1 sur n moins 1. 1 au carré 1, moins 1, 0. Ça me donne 1 sur n. Ça, c'est intéressant, parce que regardez, l'image de 1, c'est 1 sur n. Mais 1 sur n, je sais que c'est strictement positif. Ça ne fait jamais 0, 1 sur n. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si l'image de 1, ça fait un nombre qui est strictement positif, et que l'image de xn, ça fait 0 pour tout n, d'accord, par la fonction fn, eh bien, ce que je peux finalement déduire, c'est que mon xn va être, et c'est pour ça que je l'ai passé là, en anticipant un petit peu, mais mon xn va être toujours plus petit que 1, et ceci pour tout n, parce que 0, son image, est toujours strictement inférieur à 1 sur n, fonction strictement croissante. J'en déduis que xn est strictement inférieur à 1. Et j'obtiens ma majoration, c'est hyper intéressant et important ça. Je sais ça désormais, alors que ce soit strictement ou inférieur ou égal, peu importe, mettre ça pour pas prendre de risque, voilà. Mais ça y est, j'ai ma majoration. Donc pour le théorème de convergence monotone, en fait, je sais que maintenant, il suffira que je prouve que xn est croissante. Ok, on y est presque. Alors par contre, pour montrer que xn est croissante, eh bien, il va falloir réfléchir un petit peu. Alors, comment montrer que xn est croissante? Parce que xn, je récapitule, on a sa forme explicite, mais on l'a dit, on s'interdit de l'utiliser. Même si on l'utilisait, c'est quand même pas évident, parce que pour montrer qu'elle est croissante, il faudrait calculer xn plus 1 moins xn, et là, le calcul est un peu fastidieux, là, ça va être un peu galère. Autre façon de faire, par récurrence, on pourrait très bien montrer que xn est inférieur à xn plus 1 pour tout n. Sauf que, une relation de récurrence, là, ici, il faudrait être capable de passer de xn à xn plus 1, de xn plus 1 à xn plus 2. Il n'y a pas moyen de passer d'un terme à l'autre facilement avec cette suite. Donc c'est une fausse piste aussi, la récurrence. Avec ces suites implicites, c'est ça qu'on aimerait prouver, mais on ne peut pas utiliser l'expression explicite et on n'a pas moyen de faire un raisonnement par récurrence. Alors comment aboutir à cette inégalité qu'on aimerait obtenir? Eh bien, il va falloir essayer d'utiliser la fonction fn, d'accord, et utiliser finalement la définition de ce que c'était que xn. Xn, n'oublions pas, c'est ça. Xn, c'est l'unique solution de l'équation En, c'est-à-dire la valeur qui positive, qui vérifie fn de xn égale 0. Donc finalement, nous, il faudrait qu'on travaille avec notre fonction fn, ou d'ailleurs notre fonction fn plus 1, les deux façons de faire. Et si on veut savoir si xn est plus petit ou plus grand que xn plus 1, eh bien, on pourrait peut-être comparer leurs images, c'est-à-dire comparer fn de xn et fn de xn plus 1. Si on arrive à comparer les images, si on arrive à montrer que l'image de xn est plus petite que l'image de xn plus 1, est-ce que ce serait suffisant? Eh bien oui, car on l'a vu, la fonction fn sur l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien c'est une fonction qui est strictement croissante. Alors rappelez-vous votre cours de seconde, quand on a une fonction strictement croissante, eh bien
il y a équivalence entre le fait que les antécédents sont rangés dans cet ordre et que les images sont rangées dans le même ordre, si la fonction, bien sûr, est strictement croissante sur l'intervalle AB ou sur un intervalle qui comprend les deux nombres et deux réels A et B. D'accord? Là, j'ai l'équivalence quand f est strictement croissante sur AB. Donc, si j'arrive à montrer ceci, alors je pourrais en déduire ceci. D'accord? Donc finalement, ce qu'on va essayer de prouver, c'est que l'image de xn est plus petite que l'image de xn plus 1 par la fonction fn. Voilà la subtilité de ces suites implicites. Il faut aller travailler sur les images, d'accord? Et on va même aller plus loin, regarder, mais finalement, ce que j'aimerais obtenir, qui est ici, le fait que fn de xn est plus petit que fn de xn plus 1, je peux encore le retravailler, ça. Pourquoi? Parce que fn de xn, ça fait 0 par définition. Donc finalement, je remets mon point d'interrogation. Le point d'interrogation que je veux trouver, c'est que j'aimerais bien prouver que fn de xn plus 1, cette image-là, elle est supérieure à 0. Si j'y arrive, alors je remonte le fil et j'arriverai enfin à prouver que ma suite xn, elle est croissante. Ok, on va essayer. C'est parti. Si je veux montrer que ce truc-là est supérieur à 0, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Déjà que je commence à l'exprimer, que je calcule fn de xn plus 1. Donc on y va, on va calculer fn de xn plus 1, on a confiance, on va y arriver. Fn de xn plus 1, on l'écrit. Fn de xn plus 1, je suis obligé de revenir finalement à ma fonction fn qui était écrite ici et à remplacer tous mes x par des xn plus 1. Donc ça me fait xn plus 1 au carré plus 1 sur n fois xn plus 1 moins 1. Voilà. Et je suis bien embêté parce que je ne sais absolument pas quoi faire de ça. Franchement, j'ai les xn plus 1 que je ne connais même pas. Je m'interdis d'utiliser l'expression explicite. Puis si je le faisais, ce serait horrible. Donc je n'ai certainement pas à faire ça. D'accord? Mais il y a quelque chose que je sais par contre, moi. C'est que je sais quand même que fn de xn égale 0. Donc si j'avais des xn à la place de xn plus 1, ce serait quand même beaucoup mieux. Et oui. Il y a quelque chose aussi que je sais, parce que là, je ne peux pas remplacer comme ça mes xn plus 1 par des xn. Par contre, ce que je sais, c'est que fn plus 1 de xn plus 1, ça fait 0. Et ça, c'est intéressant quand même. Ça, je vais essayer de l'utiliser. Parce que fn plus 1, eh bien, c'est exactement la même chose que cette fonction-là, mais avec un n plus 1 à la place d'un n. Hyper intéressant, ça. Donc si je mettais un n plus 1 ici à la place d'un n, ça serait pas mal, ça me ferait apparaître fn plus 1 de xn plus 1 qui lui vaut 0. Donc je vais y arriver, je vais tricher un petit peu, regardez, en faisant apparaître un peu artificiellement, ici, à la place de moins 1 sur n, 1 sur n plus 1. Vous allez me dire, mais c'est horrible, il n'a pas du tout le droit de faire ça. Ah non, évidemment, je n'ai pas le droit de faire ça. Mais je vais corriger, c'est-à-dire que tout de suite, je vais enlever ce que j'ai écrit qui était absolument faux. J'ai fait apparaître ça, je l'enlève tout de suite, et je rajoute ce qui est correct, c'est-à-dire ce qui était là. Je récapitule, technique un peu bizarre ça. Je vois un 1 sur n xn plus 1. Je l'aime pas, à la place je voudrais un 1 sur n plus 1. Eh bien, je l'ajoute artificiellement, mais je le retranche, et je rajoute ce que j'avais volontairement viré. Mais ça me sert à quoi de faire ça? Et regardez, ça me sert à faire apparaître quelque chose que je connais très bien, qui est fn plus 1 de xn plus 1, et qui vaut 0. Donc là, je vais utiliser ma relation, la seule que je pouvais utiliser. Il ne me reste plus que ça. Vous allez me dire, c'est pas fini, c'est vrai. Mais ça, c'est pas bien difficile. Pourquoi? Parce que déjà, je vois que j'ai que du xn plus 1, ici. Alors, je vais pouvoir le factoriser. Ça fait xn plus 1, facteur de moins 1 sur n plus 1, plus 1 sur n. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait 100 fois. Je mets sous le même dénominateur. D'accord, je multiplie par n, là par n plus 1. Ça fait moins n plus n plus 1, c'est-à-dire ça fait 1 sur n fois n plus 1. 1 sur n fois n plus 1, facteur de x n plus 1. On est un peu perdu, on se rappelle ce qu'il fallait faire. On avait dit qu'il fallait calculer fn de x n plus 1. Alors on l'a calculé, ça y est. Et pourquoi on devait le calculer? Parce qu'il fallait trouver son signe. Xn plus 1, c'est un xn. C'est un des termes de la suite xn. Xn, par définition, c'était la solution positive d'une équation. Donc ça, c'est positif.
n est positif, n plus 1 est positif, par produit c'est positif, tout ça c'est positif, bref, tout ça c'est positif. Pas mal, regardez ce qu'on vient de réussir à faire. On vient de montrer que pour tout n, fn de xn plus 1, c'est positif. Alors si vous revenez quelques minutes en arrière sur la vidéo, vous vous rappellerez que, en fait, il fallait remonter le fil. C'est-à-dire que 0, on l'avait écrit à la base, fn de xn. On a ça, donc on a ça. Mais je vais encore plus loin, comme je sais que fn est une fonction strictement croissante sur 0 plus l'infini, je passe aux antécédents. Et oui, croissante sur 0 plus l'infini. Ben voilà, on vient de prouver ceci pour tout n, donc xn est une suite croissante. Ok, on est bon, on devait montrer que xn converge. On a prouvé que xn était croissante, on a prouvé que xn était majorée par 1, conclusion d'après le théorème de convergence monotone, xn converge. Cool. Par contre, on ne sait pas si ça converge vers 1. Hein, on sait que ça converge tout court. Et d'ailleurs, on vous dit, montrez que ça converge, et on note x infini, sa limite. Voilà. C'est bon pour la question. On passe à la question C. Question C, bon ok, on note x infini, sa limite. Il faut maintenant montrer que x infini est solution de, je l'écris, x infini, solution de x carré moins 1 égale 0. Alors on se dit, alors ça peut faire penser un petit peu à ces histoires quand on sait qu'une suite converge. Hein, rappelez-vous, dans les suites récurrentes, on sait qu'une suite converge dans une suite de type un plus 1 égale f de un. Une fois qu'on sait que un tend vers L, on peut, en utilisant le théorème du point fixe, donc sous certaines conditions, écrire une sorte de passage à la limite de cette relation, c'est-à-dire que L égale f de L. Alors là, on ne va pas faire ça, parce que ici, on n'a pas de relation de récurrence. Mais il y a de l'idée quand même si ce n'est pas du tout le théorème du point fixe, il n'y a pas de récurrence ici. Mais on peut se dire, attends, je viens de montrer que cette suite xn, ici, elle converge, d'accord? Et moi, ce que je sais, c'est que j'ai xn au carré plus 1 sur n fois xn moins 1, tout le temps égal à 0, par définition, d'accord? Mais cette suite xn converge. Donc quand je vais passer à la limite, ici, hein, quand je vais faire tendre n vers plus l'infini, eh ben, le résultat va être égal à 0 également, bien sûr, hein, en passant cette égalité-là à la limite. Ce qui veut dire que limite de fn de xn, je l'écris comme ça fait 0. Je sais que ça converge. Et quand je veux calculer la limite de fn de xn, c'est-à-dire la limite de ce bloc de gauche, il faut que je fasse tendre mes n vers plus l'infini partout où j'en vois. C'est-à-dire finalement, là, je vois du n, donc xn, ça va tendre vers x infini. 1 sur n va tendre vers 0, mais xn va tendre vers x infini, qui est un réel, hein, d'accord? Donc 1 sur n fois xn, ça va tendre vers 0. Et moins 1, moins 1. Et de l'autre côté, en faisant tendre n vers plus l'infini, j'avais 0. J'ai 0. Voilà la relation que j'ai. Il suffisait de passer à la limite, finalement, la relation de définition de xn. Mais on ne pouvait le faire que parce qu'on savait que xn convergeait vers un réel. C'est pour ça que ça nous a permis de virer ce 1 sur n xn. Voilà, x infini vérifie l'équation x carré moins 1 égale 0. Alors ensuite, ça devient tout simple. Regardez, quand on a x carré moins 1 égale 0, x infini, du coup, c'est soit moins 1, soit 1. Mais alors, qu'est-ce qu'on a dit sur xn? C'est des solutions positives. Donc là, pas trop de choix. Hein. C'est 1, pas moins 1. On avait dit, ça tombe bien en plus, parce que c'était une suite qui était croissante, majorée, et puis le majorant qu'on avait trouvé c'était 1, était croissante, et au début ça faisait moins 1 plus racine de 5 sur 2, donc encore une fois on dit elle est croissante, son premier terme c'est moins 1 plus racine de 5 sur 2, ça ne va pas redescendre à moins 1, c'est une solution positive. Donc bien évidemment, deux solutions candidates, moins 1 et 1 pour x infini, mais celle-là n'est pas bonne. Conclusion, x infini c'est 1.